glace invisible. Donc, bonjour à tous. Donc en fait, le but de l'émission, c'est une petite émission que l'on fait régulièrement, enfin que l'on faisait régulièrement. À chaque fois qu'il y avait un artiste, un vernissage, on clôturait en fait l'exposition avec une petite émission qu'on avait nommée Café ou Thé. Et ça nous permettait en fait de pouvoir accéder à l'artiste que l'on n'a pas souvent l'occasion de lui parler aussi près. Et surtout aussi facilement, puisque quand il y a les vernissages, en effet, il est happé. Alors en fait, c'est pas moi qui vais faire cette émission, c'est vous qui allez la faire. Bah écoutez, qui veut être le premier à se tenter à ça? Vous partez? Allez. Bah écoutez, je viens ici tout à fait par hasard. C'est à travers Claude Clément, qui habite aussi l'Aveyron, que je connais depuis des années, mais on n'a jamais eu tellement l'occasion finalement de faire des choses ensemble. On a un projet ensemble et elle m'a dit, écoute, il faut que je vais à Toulouse rencontrer Jacques Placette et en même temps, elle m'a montré donc les photos de Pierrot Mène, qui est donc un malgache, et j'ai vécu donc de 1950 à 1968 à Madagascar. Donc j'étais très touchée évidemment par les photos de Pierrot Mène. Et en même temps, donc j'ai découvert votre travail. J'ai trouvé que c'était déjà là, je trouve que la gravure c'est quelque chose qui est assez rare, qu'on rencontre plus beaucoup, et je trouvais beaucoup d'intensité dans votre travail. Donc je connais très peu. Je découvre votre travail aujourd'hui, et je suis absolument étonnée aussi de certains résultats qui donnent l'impression, je ne sais pas si c'est de la gravure, mais on a l'impression que le travail est très très lisse, avec une cigale sur le bas à droite du papier. Donc j'aimerais savoir ce que c'est comme technique. Alors, moi j'ai été formé à l'école des Beaux-Arts de Toulouse par l'ouvrier, qui était prix de Rome. Et nous sommes rentrés en 68, si vous voulez, période où c'était la pleine révolution. Et donc, l'école classique de Toulouse, si vous voulez, en avait pris un coup. Et les nouveaux étaient là. Et nous étions les nouveaux. On arrivait, donc on nous a formés dans si vous voulez, une philosophie du Bauhaus et du support surface, en gros. Et donc, si vous voulez, on est parti avec, donc on nous interdisait de faire de la figure, c'est-à-dire que pas de choses figuratives, que de la ligne, du point, du trait, etc. On a fait des choses extraordinaires, on passait des heures avec nos rotrines à faire des traits, etc. Et donc, au bout de la deuxième année, on choisissait un atelier. Alors, il y avait atelier de peinture, atelier de décoration, elle s'appelait, après c'est devenu design. Et après, il y avait l'atelier de peinture, donc gravure. Et alors, moi, j'ai hésité. Moi, je peignais avec Daniel Shenton, puisqu'on avait accès un peu à tous les... On se sensibilisait avant de choisir l'atelier. Et alors Shenton me voyait peindre, me disait, tu peins comme Turner. Je disais, qui c'est celui-là, Turner? Parce que j'aimais beaucoup les floutés, si vous voulez. J'adorais les floutés. Oui. Et j'ai fait une rencontre exceptionnelle. Si vous voulez, moi, je sortais de Narbonne, d'un endroit où il y a beaucoup de mythologie d'ailleurs, parce que je traînais toujours dans les musées lapidaires. Et là, pourquoi j'ai choisi gravure? Eh bien, je vais vous le dire. Parce que je voulais percer le secret de l'image. Ce qui m'intéressait, c'était d'être maître d'œuvre de A à Z et de pouvoir avoir la matrice. Donc, si vous voulez, ce qui est fascinant en gravure, c'est ça. C'est-à-dire que vous partez de rien, support lisse, plaque de cuivre, plaque de zinc, eau forte ou burin. L'ouvrier était donc... l'ouvrier, il s'appelait, qui était un type délicieux, complètement atypique, comme c'était le cas à l'école des Beaux-Arts. Si vous voulez, à cette époque, on avait des élèves atypiques et des profs atypiques, c'était formidable. Il y avait une espèce de vie qui était à l'image finalement de la culture qu'on avait reçue, c'est-à-dire qu'on était en plein éveil, Beauvoir, Sartre, tout ça. Ça portait ses fruits, quoi. C'est-à-dire qu'on était là, et je rencontre là, elle s'appelait Claude, bon, je dis elle s'appelait puisqu'hélas elle nous a quittés, et je rencontre la femme de ma vie d'étudiant, vraiment, la prof. Alors là, waouh! Et donc, voilà, partir, tout un groupe comme ça. On avait un petit groupe, ça s'appelait Métagraphisme.
Et on faisait donc beaucoup de ce travail sur ligne, support, etc. Il ne faut pas oublier qu'il y avait très peu d'appareils photo à l'époque. Il n'y avait absolument pas d'ordinateur. Et donc nous étions tous les matins à l'atelier et où on y passait notre vie, quoi. On faisait même griller les magrets sur la plaque chauffante. Alors il y avait donc cette intelligentsia qui recherchait, qui travaillait de groupe. On travaillait beaucoup en groupe, on se questionnait, qu'est-ce que pourquoi tu fais ça, etc., etc. Et après, donc, on avançait. Alors, je vais vous faire mon parcours gravure rapidement. Donc, je fais mes études. J'ai rencontré donc en gravure Gérard Bancal. Alors, quand je rentre dans l'atelier, c'était des gars, ils étaient tous avec la clope, là, en train de gratouiller, là, de faire des petits anges, des petits paysages vibratiles, tout ça. Et nous, on arrivait avec nos lignes, nos points, nos machins. On le voyait, nous regarde comme ça, je dis cela. Et alors, au début, comme il n'était pas allergique à la nouveauté, mais il s'en méfiait. Et donc, si vous voulez, il nous donnait des fonds de plaques, vous savez, parce que l'école fournissait les plaques. Alors, il nous donnait des petits bouts de plaques. Et quand il a vu ce qu'on en faisait, des petits bouts de plaques, après, il nous a donné des grandes plaques. Et on était jeunes, si vous voulez, et on était surtout insolents dans la recherche, quoi. On cherchait, et puis on trouvait. Peut-être qu'on cherchait, mais on trouvait quand même. Et surtout, alors c'est un type qui avait une formation terrible, c'est un grand buriniste, un ouvrier, il connaissait très bien de Carix, tout ça, donc un type qui avait une maîtrise, si vous voulez, du métier, et qui, en ce sens-là, pouvait accepter, si vous voulez, dans la mesure où vous travaillez, bon, ça l'intéressait, quoi. Et alors, donc, on avait beaucoup appris avec lui le burin, alors, le burin, il fallait le piquer, là, sur le pouce, pour savoir ça, il fallait bien l'affûter, etc., tout ça. On avait des tables avec des écrans devant les fenêtres, et là, on passait nos journées à buriner, à faire des choses. Je passe mon diplôme, j'explique tout ça, etc. Et après, quand je ressors, comme quand on passe un diplôme, Jacques Placès reçut mention à l'unanimité du jury. Et je regarde mes copains pour savoir ce qu'ils avaient eu, tous collés. Tous refusés. Bah, je les avais, si vous voulez, dans le même atelier. J'étais celui qui était dans le futur qu'on attendait, quoi, quelque part. Vous savez, bon, aujourd'hui, je suis moins dans un futur, mais fut un temps où j'y étais. Et c'était une époque où les écoles étaient quand même truffées d'inspections. Et si vous voulez, le principe de l'inspection était le ministère qui, à un moment donné, établissait vraiment une pensée sur les apprentissages qui devaient être faits dans ces écoles et les recherches. Je sors d'une école, hein, et je crois beaucoup aux écoles. Parce que les profs sont, si vous voulez, des gens qui sont pénibles, qu'on a beaucoup mis à l'épreuve, si vous voulez. Et c'est un peu comme, si vous voulez, c'est des gens qui ont beaucoup pratiqué, beaucoup réfléchi, etc. Et au milieu de tout ça, à un moment donné, on arrive à une substance qui est, à un moment donné, une vérité du moment. Hein. Pédagogiquement, je sais très bien comment ça marche, parce qu'on l'apprend, ça. On l'apprend sur soi. Et après, quand vous avez pendant 45 ans, si vous voulez, 45 ans, tous les jours, 80 élèves que vous venez restructurer, parce que l'enseignement aux Beaux-Arts, il ne faut pas croire. Si vous n'êtes pas un bon prof, on ne vous fréquente pas, quoi. Hein, vous n'avez personne en cours. Et alors là, après, ça a été quoi? Bon, ben, ça a été donc le grand livre, enfin le grand morceau, si vous voulez, qui a été, ça a été la rencontre avec bon, le plasticien, si vous voulez, où il travaille tout seul. Et il fait son truc, etc. Et moi, je suis assez polymorphe, c'est-à-dire j'aime bien le contact, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui va travailler tous les jours dans l'atelier. Non, je vis, et puis à un moment donné, quand l'inspiration m'attrape, je travaille. Je peux travailler des fois 3 ans sur quelque chose. La rencontre, ça a été avec Claude Barrère, donc. Et donc, me voilà, faire mon expo. Il y avait je ne me rappelle pas, il y avait un type qui dessinait très bien, que j'aimais beaucoup, mais je ne me rappelle plus son nom. Je fais mon expo. Jacqueline m'appelle, me dit, il y a quelqu'un qui a acheté un dessin, mais il faut absolument me rencontrer. Aïe, 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 je me dis, quelqu'un qui achète mon dessin, le dessin, ça ne lui suffit pas, il faut que je me forme. Et je rencontre Claude, et là, j'étais impressionné, quoi. Il était exalté, et surtout, il écrivait sur les artistes, c'est-à-dire que il passait, et chaque fois, il faisait une synthèse de ce qu'il avait vu, il l'offrait à l'artiste, c'est comme ça qu'il fonctionnait, et après, il faisait des poèmes. Alors, on se rend compte, bon, après, on ne s'est plus quitté, hein, bon, c'est lui qui m'a quitté le premier. Quand même, pour la petite histoire, c'est quand même drôle, c'est qu'on était nés le même jour, mais pas de la même année. Et ça, c'est incroyable, on avait nos anniversaires le même jour. Alors, Claude, donc, bon, qui me manque énormément. Enfin, je me le recrée, je me le refabrique. Bon, je lui dis alors il se marre, quoi. Il me dit, tu vois, hein. Il voit ses gravures, et
Il me dit, je peux les prendre. Alors bon, moi je ne suis pas très prêteur, mais je dis oui, je te les passe, quoi. Et elles étaient monochromes, c'était en noir et blanc, et il sort 6 poèmes très inspirés. 6 ou 8, je crois que c'est 6. Mais très inspirés, très beaux. Et donc, avec ça, moi, j'aimais les livres, bon, mais sans plus, quoi. J'aimais beaucoup la collection du Soleil Noir. C'était à l'époque des livres qui étaient une très très belle collection, où c'était des livres objets, où il y avait, comme il s'appelle, celui qui faisait tout en bleu, là, Monori, qui avait fait un livre où il y avait un pistolet. Enfin, il y avait vraiment un éditeur qui faisait de très très beaux livres magnifiques, qui sont d'ailleurs très rares maintenant, puisque ça n'existe plus, je crois. Et je m'intéresse, donc je vais à, je crois que c'était à Montoniu qui avait la Biennale du livre d'artistes. Et il y avait Cueco, là, il y avait Cueco qui avait organisé ça. Et donc je vais là, et je rencontre des gens, on me dit, bon ben oui, alors on montre avec Claude ce qu'on faisait, quoi, nos petits essais, tout ça, ouais. Et puis c'était sur le thème de la passion. Alors oui, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que ce fameux chemin de croix, il est arrivé parce qu'une nuit, j'étais assez dépressif, je balance 12 dessins comme ça, avec des croix partout. Mais ça me doutait une seconde que je faisais quelque chose qui était un chemin de croix. Et comme je connaissais l'abbé Palassin, qui était l'aumônier des artistes à la cathédrale Saint-Étienne, qui est un garçon de lycée, pour qui j'avais fait une crèche, parce que moi j'ai beaucoup travaillé dans la marionnette et le théâtre de marionnettes. Quand j'ai fait ces dessins, je suis allé le voir, j'ai dit, regarde, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, tu as fait un chemin de croix. Alors j'ai réordonné les dessins en fonction des stations et tout, et effectivement tout correspondait. Après on est parti à Paris, dans la galerie 15, si vous voulez, boulevard Saint-Germain, qui était la galerie de référence des livres d'artistes et des livres rares. On rencontre Michel-Ange Serretti, un homme exceptionnel, illuminé, qui était là dans cette galerie toute la journée, complètement habité par ce qu'il aimait défendre, quoi, les livres d'artistes, et qui nous dit, allez voir François Darros. Alors on a travaillé avec lui, qui est un type fabuleux. Il avait pour ami à l'époque Martine Racineux, qui travaillait dans la graphie aussi, et avec qui ils ont fait les éditions en acatabase, qui sont des choses extraordinaires. On édite, on fait le livre, on va chercher le Taille-Doucet Albert Le Mans, qui était dans les baronnies. On fait imprimer le livre. On se retrouve avec cet objet. Je fais les 40 boîtes en bois. Et on fait faire à Françoise Galli, on lui fait faire les boîtes. Et on fait le premier vrai livre d'artiste. On le montre, la Salpêtrière à Paris. Après, on le montre à la Bibliothèque nationale. Vous savez que vous pouvez déposer les livres s'ils les acceptent. Et il me dit, il n'y a pas de problème, il est déposé à la bibliothèque François Mitterrand sur l'intitulé Le Fils, mais Claude Barrère, puisque si vous voulez, c'est par le nom d'auteur. Et moi, je suis l'illustrateur en quelque sorte. Donc on fait ça. Après, à partir de là, bon, il y en a aussi à la bibliothèque municipale. Et à partir de là, voilà le premier morceau, gros morceau. Le fait de tracer, parce que ça demande quand même, c'est dur. Alors, vous avez deux techniques. Vous avez le burin qui est, si vous voulez, c'est direct, c'est direct. C'est-à-dire c'est un petit outil et oui, vous faites des copeaux. Non, ça c'est le burin. C'est des copeaux. C'est des copeaux et vous enlevez le cuivre à froid. Vous faites des trous. Ben, non, on fait des sillons. Des sillons. C'est un petit sillon en V. C'est ça, des sillons. C'est un V le sillon, puisque là on va rentrer dans le V. Okay. Bon, alors, une fois que vous avez fait ça, le burin, alors, ce qu'il faut savoir en gravure, c'est qu'on voit à l'envers. Oui. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, faire une oui, c'est imprimé à l'envers. Il faut savoir que quand il va être imprimé, il sera de l'autre côté. Donc ça, c'est le burin, c'est à sec. Oui. C'est-à-dire qu'il y a. Alors après, vous avez l'eau forte. L'eau forte, donc vous faites ou du cuivre ou du zinc. Vous prenez un vernis, vous vernissez votre plaque recto verso. Je vous parle du verso. Pourquoi recto verso? Justement, je vous explique pourquoi. Parce que si vous voulez, c'est pourquoi vous allez voir pourquoi je m'intéresse au verso après, au recto, ça dépend. Pourquoi je m'intéresse au devant et au derrière des images. Et alors en fait, comment dire, quand vous allez faire une eau forte, vous allez plonger la plaque, vous la vernissez, c'est-à-dire vous la cachez avec un vernis. Et avec la pointe sèche, vous allez tracer, enlever le vernis, et à partir de là, votre endroit où il n'y a plus de vernis, quand vous allez le mettre dans l'acide, avec ce dosage plus ou moins fort, la morsure va se faire. Si vous faites une morsure très douce, très lente, ça va mordre très lentement, tranquillement. Si vous faites mordre aux perchlorures du cuivre, on va avoir une taille plus profonde et plus serrée.
Et au contraire, la taille de l'eau forte va avoir tendance à déborder, à manger un petit peu sur le bord. Or, c'est infiniment petit. Hein. Rembrandt, les eaux fortes de Rembrandt, si vous voulez, c'est toute cette alchimie, des morsures par-dessus les autres, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revernir, retravailler, et puis voilà. Et je te fabrique mon support comme ça. Et à chaque fois, bon, au début, on fait des tirages. C'est fascinant de faire un tirage, même à mon âge, ça m'étonne encore. Tac, alors, on met de l'encre dans le creux, si vous voulez. On essuie, on essuie avec des chiffons, de la tarlatane, et même à l'époque, on gardait les bottins de téléphone. Et donc, on s'essuie avec le papier. Donc, ça veut dire que vous enlevez toute l'encre qui est dans la surface, et ça ne reste que dans les tailles. Et une fois que c'est dans les tailles, vous avez la presse de gravure qui est constituée de 2 rouleaux, si vous voulez, avec 2 machines qui pressent, qu'on règle avec des cartons. Et, vous avez des langes. Les langes sont des feutrines, si vous voulez, c'est assez cher. C'est du feutre très épais. Alors, vous avez donc la plaque qui est ancrée dans le creux. Vous me suivez? Oui, tout à fait. Elle est ancrée dans le creux. La feuille que l'on mouille, on la sèche entre 2 buvards. Donc, elle est trempée, mais pas ruisselante. On la pose dessus. On va poser les feutres. Et on passe tout ça sur le rouleau. Vous vous rappelez les machines ouvertes, là, les trucs comme ça, mais c'est le même principe, mais en métal, avec beaucoup plus de pression. Okay. Donc le papier va aller chercher l'encre dans la pression, si vous voulez, l'encre, une encre spéciale gravure, l'encre va venir, va rentrer et hop, elle se pose sur le papier. Et voilà. Alors, au début, si vous voulez, on en a fait des tirages, des milliers, quoi, parce que... Et après, au fur et à mesure que vous apprenez le métier, que vous maîtrisez, si vous voulez, on ne tire presque plus, quoi, parce qu'on sait à peu près ce qu'on va trouver. Voilà. Moi, à la fin, je tire... les dernières œuvres que j'ai faites, je mords, je sais à peu près ce qu'il faut, je tire une fois, mais pas plus, quoi. Voilà. Alors après, donc, c'est tout un savoir-faire par rapport à ce métal, à ce matriciel, si vous voulez, qui est porteur de l'image. C'est fantastique, hein. Parce que finalement, moi, quand je vois mes clairs-obscurs avec mes aquatintes, alors l'aquatinte, par exemple, c'est de la résine. Avec une grosse caisse, on fait une espèce de nuage de fumée de résine. Et la résine, on met la plaque dessous et la résine va se déposer. Et après, on va faire cuire, c'est-à-dire qu'on va faire chauffer sous la plaque et la résine va se contracter. Et en se contractant, elle s'accroche sur le support de manière très particulière à faire des petits radicelles comme ça. Goya, les aquatintes de Goya. Ouais. Hein. Donc, si vous voulez, après... morsure à la plume, vous faites comme vous voulez pour mordre, vous mettez dans le bac, vous faites ponctuel, etc. Donc ça, c'est chacun sa soupe, hein. Chacun fait sa cuisine comme il veut. On vous apprend les bases, puis vous vous débrouillez. Moi, je sais que j'ai un rapport alforte complètement alchimique, c'est-à-dire que la Divine Comédie, l'Inventario divine, j'ai des eaux fortes somptueuses. Je travaille de la magie de l'eau forte, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous oubliez la plaque peut-être, puis vous avez un résultat, d'autres vous les oubliez pas. Il y a un rapport complètement alchimique à la morsure. Moi, je l'ai comme ça. Alors que j'ai des copains qui dosent... Et pourquoi le verso? Alors, le verso, au fur et à mesure que vous faites des plaques, si vous voulez, bien évidemment, on vous a appris à regarder toujours la face, le devant. Et on regarde ce qu'on a dessiné. Et puis, de temps en temps, vous avez des actes manqués. Et des fois, ce geste très ludique est porteur de mémoire vachement intéressante. Et donc, j'ai, à un moment donné, utilisé ce recto verso. Alors, dans la Divine Comédie, elles ne sont pas recto verso. Non, si. Elles sont recto verso parce qu'aussi, vous pouvez économiser les plaques. C'est-à-dire que vous pouvez imprimer d'un côté et de l'autre. Et des fois, vous pouvez même imprimer 2 plaques. Enfin, si vous mettez le papier dessus-dessous, quand les surfaces ne sont pas grandes, on peut arriver à faire des choses. Alors, bon, le fils... classique, avec influence Alechinsky, il faut dire ce qui est, c'était les centres et les marges. Les centres et les marges, c'était fabuleux à lire. Michaud, quand vous lisez Michaud sur les centres et les marges, c'est magnifique, quoi. Donc j'ai beaucoup travaillé dans cet esprit centre et marge, et on le retrouve au Moyen-Âge, d'ailleurs, dans beaucoup d'imagerie. Dans l'huminure ou des choses comme ça. Voilà. Ouais. Et donc, d'ailleurs, ce travail sur le fils, ça ferait des vitraux magnifiques, quoi. C'est du vitrail, en fait, hein. J'ai fait des vitraux. Bon, alors, ça c'est fait. Alors, donc, on revient au dos. Donc, dans la Divine Comédie, j'ai donc fait... Là, j'ai découpé les plaques. C'est-à-dire que, vous savez, on vous donne toujours un format comme ça. Oui. Et il y a ce qu'on appelle la cuvette. La cuvette, si vous voulez, c'est
le creux que laisse le papier, puisque c'est en creux, et donc vous avez une image qui est marquée par ce creux. Et ça, moi, ça ne me plaisait pas, ces cuvettes. Je n'aimais que l'image pleine, c'est-à-dire que si je prends un papier, que je le pose sur ma plaque et qu'il n'est pas en débord, il va me prendre la gravure et j'ai vraiment un corps de gravure qui m'intéresse beaucoup plus, parce qu'il n'est pas enchâssé dans le papier. Et ça m'a... Vous voulez dire qu'en fait, ça ne fait pas le côté un peu encadrement. Voilà. D'accord, oui. Donc j'ai une gravure qui est, on va dire, qui s'est sortie de son support finalement, Voilà, et oui. qui flotte dans l'espace pour moi, qui a un corps de papier. Et lorsqu'elle a imprimé cette gravure recto verso, ça y est, vous avez un objet, si vous voulez. Oui, C'est plus la gravure assujettie au papier. Il est pratiquement sculpté dans le papier. Voilà. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, qu'à un moment donné, dans des mots pour Orphée, j'ai fait des toutes petites gravures, j'ai fait 200 petites gravures. Alors la technique d'impression est, la plaque est imprimée, c'est une toute petite gravure, hein, et la plaque est imprimée recto verso, et il y a un feuillet, si vous voulez, un papier japonais, j'aime beaucoup le papier japonais, et donc là qui est incrusté de paillettes, enfin je sais pas si c'est de l'or ou de l'argent, enfin je pense que c'est du plaqué or, enfin bon. Et là, si vous voulez, c'est comme ça, on imprime tout, et le feuillet s'ouvre, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une transparence qui va devant, derrière, si vous voulez. Ça, c'est magnifique, si vous voulez, pour le graveur, si vous voulez, parce que on est dans cette espèce de recherche et d'auscultation du tracé imprimé qui est vraiment très intéressante. Alors, je me suis rassasié, j'en ai fait 200. Et quand même, comme je voyais que, bon, quand vous faites des choses, vous les montrez aux copains, tout ça et tout. Ah ouais, mais c'est petit. Ah ouais, mais c'est petit. Mais j'ai tout le sens, justement, c'est d'être petit. Mais vous allez voir, ça va être grand. Ouais. Et donc, je les ai exposés, j'ai fait, il y a 5 ans à peu près, à la médiathèque José Cavanis. Donc, j'ai fait cette expo des mots pour Orphée, où il y avait donc, je vous savez, en bas de la médiathèque, il y avait un espace magnifique, avec surtout, une énorme vitrine horizontale, très longue, qui agaçait tout le monde, mais moi, qui était parfaite pour moi. Alors, j'ai réussi à exposer à la médiathèque, ça n'a pas été simple, puis je suis arrivé. Et donc, j'ai mis toutes les gravures là, des mots pour Orphée, et après, je me suis servi de la technique pour faire agrandir sur des bâches imprimées, si vous voulez, ces toutes petites gravures. Et c'est magnifique parce que un ami, bon, qui n'est pas là, m'a dit, parce que les mots pour Orphée, si vous voulez, c'est sur la mythologie, tout ça, il me dit, mais tu les as vus, ces dieux, tu les as rencontrés, quoi. Et c'est vrai que lorsque on passe à l'échelle supérieure, si vous voulez, d'un tout petit truc comme ça, et que vous allez le recevoir avec tout votre corps, pour moi, ça a été une jouissance, et puis surtout, une reconnaissance. Je me suis dit, tiens, finalement, tu t'es pas trompé, ça marche même très grand. Et j'avais vu ça, si vous voulez, à une expo d'Okusai, à Paris, où il y avait des toutes petites gravures agrandies, et ça m'avait vachement interpellé. Je me suis dit, mais il faudra un jour que tu fasses ça. Je n'ai pas le moyen qu'avec les musées, mais moi, je me suis débrouillé avec les moyens locaux. Et on aurait dû faire les 200 comme ça. Mais le problème, bon, c'est un budget, quoi. On ne l'avait pas, on l'a pas fait. Ouais. Et puis la mythologie, si vous voulez, bon, hélas, 3 fois hélas, si vous voulez, ça devrait être programme, mais en profondeur dans les écoles, quoi. Parce que moi, quand j'ai lu Dante, la Divine Comédie 3 fois, ben, tout le monde, on devrait obliger à la lecture de Dante. C'est un texte initiatique, c'est un texte qui vous remue les tripes et la mémoire, vous ne savez pas jusqu'où, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur. Donc je me suis attaqué à ça, je l'ai fait. Bon, j'ai eu d'excellentes critiques sur ce travail Inventario Divino, mais comme je vous l'ai dit, bon, je montre, et puis bon, j'ai pas un staff avec moi, peut-être que je vais l'avoir maintenant avec la Galerie 21, je sais pas. Ça, le dernier, donc, voyons. Alors, qu'est-ce que vous... Alors, vous permettez ? Allez-y. Alors, donc, ça, c'est une gravure au burin ? C'est une eau forte. Eau forte sur fond doré. Ah, d'accord. Donc, avec de la... eau forte. Avec vernis, et vous tracez. Oui, c'est-à-dire que la matrice de la plaque existe. Si vous voulez, le cuivre, c'est la matrice. Et bien sûr, là c'est un recto verso collé. Ça, c'est San Sébastien. Ah, c'est les Sanseb. C'est-à-dire que les Sanseb, donc, alors bon, le Sanseb, dernière œuvre récente qu'on a présentée au château de Launaguet, avec l'expo de Pierre Romain, donc ensemble.
Moi, c'est une expo suspendue, puisque ce sont des œuvres recto-verso, justement, des planches. Et donc, où j'ai fait un remake de Saint-Sébastien. C'est-à-dire que j'ai repris les poses connues de Saint-Sébastien, que j'ai retravaillées à ma façon. Et donc, voilà, j'ai fait. Et en même temps, j'ai fait un travail gravé, puisque, si vous voulez, je suis. Bon, en tant que prof de dessin, et je sais très bien que le dessin, c'est la pensée. C'est-à-dire que lorsque vous allez en architecture, bon. Didier est architecte, il ne va pas me contredire. L'esquisse, si vous voulez, contient le futur. C'est-à-dire que lorsque vous êtes sensible à une esquisse, c'est que vous mettez dans l'esquisse des lignes bien particulières dont vous savez que c'est celle-là, mais vous ne savez pas pourquoi c'est celle-là. C'est après la construction par la pensée autour de l'esquisse qui va faire que ces lignes vont prendre leur sens. Donc automatiquement, et là je l'ai encore vérifié, si vous allez à Paris voir le très beau truc là, c'est la Fondation Pinault, c'est ça, hein, Pinault, voilà, le très beau truc qui est à côté du bois de Boulogne là. C'est Vuitton. Alors ils ont eu l'intelligence, c'est une très belle architecture complètement contemporaine, de les mettre l'esquisse du départ. C'est une espèce d'entrelac de traits vachement beau et tout, et puis à partir de là, il a bâti le reste. Et vous savez que l'opéra de Sydney, moi j'ai eu la chance avec les Morlot d'aller à Sydney, enfin non, c'est les Morlot qui m'ont donné leur billet d'avion, et j'ai pris la collection pour la montrer à l'Alliance française à Sydney, avec Rosette, mon amie, qui n'est plus là, hélas. Et donc, si vous voulez, là aussi à Sydney, quand vous regardez sur Internet, on vous raconte comment ils ont bâti cet opéra, qui est une espèce de coquille pas possible. En fait, c'était un concours. Le mec qui a fait le projet, la maquette, il n'était pas plus architecte ni rien du tout, mais ça plaisait. Et après, ils ont pris une armada d'architectes pour savoir comment ils allaient le faire. Donc, vous voyez, c'est l'émotion de l'esquisse qui vous tire. C'est un parfum maudit, pas maudit, en même temps maudit et jubilatoire, qui fait que c'est plus fort que vous. Vous savez que c'est ça. Alors moi j'apprenais aux élèves ça, c'est-à-dire que c'est à force de s'épuiser à dessiner qu'à un moment donné, moi quand je dessine, peut-être avant de me chauffer si vous voulez, et de rentrer dans une écriture qui commence à devenir intéressante, c'est comme le piano, hein, si vous arrêtez au bout d'un moment, vous le perdez. Donc si vous voulez, l'esquisse c'est fondamental. Et alors ce qui est très intéressant dans l'esquisse, c'est les mémoires, c'est-à-dire qu'on a tous des mémoires profondes, et donc automatiquement, lorsqu'on sait travailler ça, c'est infini, quoi. C'est-à-dire qu'on peut travailler énormément de choses et on apprenait ça aux élèves. Si vous voulez. Ça s'appelle travailler sur l'acte manqué et sur le centre et la marge. C'est-à-dire que souvent les élèves font des trucs qu'ils veulent faire et à côté, il y a des choses beaucoup plus géniales qu'ils ne veulent pas faire. Parce que c'est cette personnalité induite, si vous voulez, et voulue, et en fait, c'est ça. Et les grands artistes sont ceux qui arrivent à capter ça, et je vais même plus loin, et à recevoir les messages, en gros, quoi. Voilà. Vous pouvez enlever le masque. Oui. Du coup, oui, donc j'ai vu ça il y a 2 ou 3 semaines, je crois, quand je suis passée, et en vous écoutant parler, je me demandais quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui commence ou qui voudrait commencer aujourd'hui. Vous diriez quoi, ou si vous deviez donner 2-3 conseils d'expérience ou de choses à faire ou... Si vous voulez, il faut savoir quel est votre médium, c'est-à-dire parce que si vous voulez, bon, le dessin, lorsque vous dessinez, vous tracez. Lorsque vous êtes avec un médium eau, où il y a de l'eau, vous tracez différemment. Si vous voulez, chaque individu va à un moment donné devoir chercher son médium. C'est-à-dire, d'abord, il faut beaucoup expérimenter. Peut-être que vous... Voilà. Mais, grosso modo, et on va dire dans la plupart du temps, le tracé révèle tout ça. C'est-à-dire qu'on a un exercice qu'on faisait faire aux élèves, qui était de faire un graphe, c'est-à-dire que vous connaissez le travail de Basquiat, vous connaissez le peintre Basquiat. Oui. Bon, pourquoi il est très séduisant? Parce que si vous voulez, son écriture est restée très vivante, très étrangement vivante, et elle est très simple et en même temps très profonde. C'est-à-dire qu'il a gardé ce côté, le signe, le tracé. On est très sensible à ça, les humains, si vous voulez, l'œil. Quand vous allez dans une grotte préhistorique, si vous voulez, vous voyez des signes, même s'ils ont des milliers et des milliers d'années, ils vous parlent, il y a une espèce de force qui est là. Mais ça, c'est collé à nous, quoi. Je veux dire, si vous aimez dessiner, si vous aimez voir, ça vous fait quelque chose à un moment donné.
sur quelque chose, c'est à vous de le chercher et d'essayer. Alors il faut rencontrer, etc. Il faut rencontrer des bons profs, de bons initiateurs. On va dire profs, on va dire initiateurs. Alors, si vous voulez, il faut beaucoup travailler. Hein. Okay. Il faut s'épuiser pour qu'à un moment donné, on ait chaque fois, il y a une couche, une deuxième, etc., etc. Il faut vraiment en faire. Il faut vraiment faire. Alors, ça dépend des personnalités. Vous avez des gens, si vous leur demandez d'en faire beaucoup, ça les bloque. Alors, il faut être attentif quand il faut faire un truc, vraiment d'essayer de l'exploiter et de voir comment on va pouvoir en sortir quelque chose. Si vous voulez, là, moi, j'ai adoré être élève, j'ai adoré enseigner. Ce qui est vachement intéressant, si vous voulez, c'est que, en définitive, on a avec peu de moyens des univers extraordinaires à développer. C'est-à-dire, la cosa mentale, quoi, c'est-à-dire, lorsqu'on a dans la cervelle, comme disait Léonard de Vinci, et tu verras dans certaines fentes de pierre, tu verras des univers, etc. Lorsqu'on arrive à se déclencher ça, ben on est sauvé, si vous voulez. C'est fini, on passe la vie dans un bonheur absolu, quoi. Je veux dire, on ne peut plus passer à côté, quoi, si vous voulez. Quand vous regardez le travail de Pierre Romain autour de vous, bon, c'est fabuleux, bon, on voyage, on y est, on est dedans, quoi. Donc, alors, les genres de l'image, parce qu'après il y a les genres de la musique, il y a les genres du mouvement, si vous voulez, mais ça s'appelle l'art, bon. Et si on en avait un peu plus, on se sentirait beaucoup mieux, si vous voulez, si c'était un peu plus... Quand vous regardez l'histoire du monde, si vous voulez, les grands qui sont restés grands, c'était des gens qui n'entouraient que d'artistes. Ceux qui s'entourent de nuls, ils restent nuls, c'est tout. Bon, mais c'est comme ça, si vous voulez. Faut pas rêver. Si vous donnez pas l'oxygène aux choses, les choses s'étouffent. Bon, et on est des êtres, enfin, incarnés. On est sur Terre, là. Bon, on est sur une boule qui flotte dans l'espace, comme ça. Parce qu'il faut se le dire, on est là, mais en fait, n'oubliez pas, on est sur une boule là, et puis on flotte. Là, on sait pas, on est dans un espace. C'est fabuleux. Regardez, quand vous regardez le mythe de Saint Sébastien, moi j'ai lu quand même, parce que je dis quand même pourquoi tu t'intéresses à Saint Sébastien. Vous savez que les flèches, tout ça, c'est le mythe du rapport au corps et au cosmos. On est traversé. Vous savez, bon, on est tous différents dans notre génétique. On est dans les balbutiements de la génétique. Lorsqu'on va en savoir plus, ça va être étonnant. Après tout, on n'en a rien à foutre des analyses, puisque on a vécu jusqu'à maintenant pas si mal que ça. On a fait quand même des œuvres d'art magnifiques, donc continuons comme ça. Et c'est pour ça que je dis attention aux élèves, soyez directs, restez avec vos sens. Votre œil, l'œil c'est fabuleux. Si vous lui donnez rien à voir à votre œil, il s'ennuie. Si vous voulez, il ne va plus voir. À un moment donné, pourquoi je vais ouvrir l'œil, ça sert à rien, quoi. Alors, si vous dynamisez l'œil, alors les galeries, les musées, et surtout les originaux, surtout voir les originaux, si vous voulez, parce que l'œil est une mémoire, est un organe extraordinaire. Moi, pour réveiller l'œil des élèves, si vous voulez, on me dit quand on prend mes cours, etc., on va faire des exercices basiques très simples, qui sont le fond et la forme. Vous savez, le fond et la forme, c'est le damier. Vous voyez le damier noir et blanc. Bon. Soit vous voyez des trous dans les blancs, soit vous voyez des trous dans les noirs. Alors vous allez me dire, mais j'arrive pas à voir des trous dans les noirs. Eh bien j'ai dit, tant pis pour vous, il faut que vous arriviez à les voir. Et alors au fur et à mesure, on a plein de petits exercices qui font qu'on arrive à redéclencher, si vous voulez, cette lecture forme-fond qui est essentielle dans l'image, si vous voulez. Et les enfants la possèdent très bien. Les enfants font toujours des dessins très équilibrés, très faits sur la feuille. Et beaucoup d'artistes vont s'inspirer des dessins des enfants parce qu'ils ont cette vérité. Après, on leur fout en l'air parce qu'on leur dit que ça c'est moche, ça c'est bien, donc ça c'est une catastrophe. Si vous voulez, donc automatiquement, surtout, aucun critère de beau et de laid, ça on s'en fout, quoi. Ce qu'on veut, c'est une image, point barre, une image qui soit là, etc. Moi, vous savez, mon premier métier, ça a été ergothérapeute. Quand j'ai fait tout mon diplôme, et mon fameux diplôme relais de mention, quand il a fallu que je trouve du boulot, je me suis retrouvé ergothérapeute. J'ai appris à faire des paniers. Il me dit, il faut leur faire des paniers. J'ai quand même pas fait 5 ans de beaux-arts pour faire des paniers. Donc finalement, j'ai ouvert un atelier de peinture dans le sous-sol, et les gens venaient, les dépressifs, tout ça, venaient, et j'en savais plus que le psy. Parce qu'il s'éclatait complet, il me racontait plein de choses, il vitait, si vous voulez. Le langage de l'image, c'est-à-dire même si vous êtes toute seule dans votre coin, que vous faites des images, que tous les soirs vous les regardez, etc., c'est fabuleux de sortir ces images, si vous voulez. Donc sortez, montrez. Et après, après il faut être accompagné. Il faut être accompagné, mais je pense que, je crois à l'initiation, je crois au maître et à l'élève. Moi, peut-être je suis déformé, mais quand même, quand on voit
tous les grands artistes, ils ont tous quand même été formés par des maîtres, si vous voulez. Alors, le rapport du maître à l'élève, c'est un rapport confus. C'est un rapport confus, c'est un rapport de séduction, c'est un rapport étrange, si vous voulez, mais c'est là que, bon, en définitive, l'expérience aide. Parce que moi, je me souviens au début, mon premier cours, j'avais 3 ans d'écart avec les élèves, c'était pas évident. C'était pas évident de les faire passer où il fallait qu'ils passent, si vous voulez, parce qu'ils résistaient. Et puis, j'ai eu cette merveilleuse découverte, j'ai dit, plus je vieillissais dans l'enseignement, plus c'était fabuleux, quoi. Merci Joséphine. Voilà. Donc, en rentrant dans la galerie, là, je suis tombé sur le journal La Dépêche, donc, qui vous avait consacré un article, Oui. donc, dans lequel vous parliez de vous-même et de votre œuvre. Et le journaliste avait retenu qu'un des thèmes qui vous préoccupait le plus, enfin, je ne sais pas s'il a retranscrit exactement vos propos, c'était la spiritualité. Oui. Et donc, vous en avez aussi un peu parlé un peu avant, là, quand vous avez parlé que vous aviez peint ou décrit Chemin de Croix. Oui. Donc là, apparemment, quand vous en avez parlé, c'est apparu de façon accidentelle. C'est venu comme source d'inspiration, mais voilà, accidentellement. Et donc, voilà. Alors, quel est le rapport entre les deux? Est-ce que c'est vraiment une recherche qui est constante dans votre œuvre, ou c'est quelque chose qui, épisodiquement, vous préoccupe ou retient votre esprit? Eh bien, écoutez, à mon grande dame, si vous voulez, comme je vous expliquais, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai revu mes travaux d'avant, j'étais toujours assez attiré par une espèce d'installation sur la surface d'une chose un peu mystérieuse, quoi, mystère. Et alors, moi, je suis d'origine moitié espagnole, moitié auvergnate. Enfant, bof, j'ai vu comme tout le monde, hein, mais il y a comment dire, dans le mythe, enfin, le chemin de croix, je ne vais pas dire que c'est un mythe, si vous voulez, mais c'est traité comme un mythe, en définitive, même si c'est religieux. Mais si vous voulez, en gros, la blessure du corps, et puis c'est au-delà de cette blessure qui fait que, bon, dans certaines religions, c'est différent, etc. Ça m'a un peu fasciné. Je suis fils de boucher. Mon père était boucher. Donc tout petit, j'ai toujours vu des corps dans la boucherie, si vous voulez. J'ai toujours vu la chair. On pourra en revenir à cette notion de sacré, même dans mes travaux d'étudiant, quoi, mes essais, j'y retrouve, si vous voulez, déjà cette préoccupation que j'ai développée et comprise après. Mais c'est fascinant de travailler sur un mythe. Hein. C'est surtout de vous l'approprier, c'est-à-dire d'en faire votre version. J'ai l'impression d'être allé les voir, quoi. Je suis allé les voir. Et le chemin de croix, je peux vous parler de... Si vous l'avez fait à Paris, j'avais rencontré des éminentes personnes qui sont donc des ecclésiastiques pointus, donc qui connaissaient parfaitement leur iconographie, et donc à qui j'avais pu, à travers mon travail et comment je l'avais traité, avoir des discussions, si vous voulez, on va dire, d'analyse de la situation. Donc je pense que je suis un traceur, c'est-à-dire que ça me passe et je fais. Et je le vis comme ça. Je ne me prends pas la tête dans le mauvais sens du terme. Je me la prends pour travailler, quand par contre. Ça, j'ai des exigences du on m'a formé à ça et j'ai mes dosages, etc. Bon, je sais, à un moment donné, les élèves toujours me disent, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut s'arrêter quand on peint. Je dis, un jour, tu le sauras. À un moment donné, vous servez la chose, vous servez votre image et c'est fait, quoi. Vous voyez, c'est fait. Et je pense que dans la gravure, le matriciel, c'est encore plus jubilatoire. Parce qu'on sait qu'on a créé le corps de l'image, quoi. Vous voyez ? Il y a un corps d'image qui existe, que vous ne voyez pas, puisque je ne vous le montre pas, mais qui est la plaque. Voilà, ça c'est fabuleux. Voilà. Et j'ai choisi la gravure, je pense, pour ça, parce que ça m'a obligé à aller très loin dans la recherche des signes. Voilà. Voilà. Après, bon, moi je suis très Henri Michaud, tout ça, j'adore, hein, c'est mes pères, quoi. C'est tous ces éléments-là, si vous voulez. Bon, on a été très formés comme ça, etc. Mais puis on n'échappe pas à son époque, si vous voulez. Moi, quand j'étais jeune, le premier livre que je me suis acheté, c'est Toutankhamon, que j'avais 14 ans ou 15 ans, et après Picasso.
gros livres de Picasso, c'est les premiers. Alors, mon petit-fils, il me dit, je sais pas quoi, je dis, tu achètes quoi comme livre? Oh, je m'achète ça, je m'achète ça. Je dis, moi, tu vois, à ton âge, j'ai acheté Picasso. Donc, voilà, quoi, à un moment donné, on ne s'explique pas, c'est comme ça. Moi, je sais que le jour où je suis arrivé aux Beaux-Arts, je me suis dit, monsieur, chez moi, punaise, il passe des heures pour savoir si mettre ce vert gris, ce vert bleu, ce vert jaune. J'étais chez moi, je rencontrais des gens qui se coupaient le cheveu en 4, en 10, en 1000, quoi, qui étaient sur la subtilité. Mais ça m'a sauvé, parce que je ne sais pas ce que je serais devenu. Hein. Peut-être que si je n'avais pas eu cet accueil, si vous voulez. Alors, les écoles des beaux-arts, si vous voulez, je le dis comme ça en aparté, nous, quand on rentrait, on prenait les gens, les élèves atypiques, c'est-à-dire ceux qui avaient à un moment donné quelque chose, quoi. Et on les formait. Alors c'est très simple, un élève atypique, si à un moment donné, il voit que la formation va le construire, il reste. S'il voit que, s'il n'adhère pas, il s'en va. Donc il faut en prendre beaucoup pour dans le temps garder quelques-uns, si vous voulez. Et une fois qu'ils sont construits, qu'on arrive à les construire comme ça, après ils s'envolent. Bon, après, ils font ce qu'ils peuvent. Et c'est les plus solides qui résistent. Comme disait Noël Shenton, avoir du génie à 25 ans, c'est facile, mon cher. Mais à 65, voire 70, c'est beaucoup plus difficile. Plus on exalte les ménèges, mieux ils se portent. Voilà. Donc, il faut que l'art continue. Comme disait Pina Bausch, j'adore Pina Bausch, n'arrêtez pas de danser. Alors, vous savez que Saint-Sébastien, on le sortait pendant les épidémies, pour chasser l'épidémie. Ah, ça, je ne le savais pas. On le sortait comme ça pour chasser. Alors, pourquoi il est aussi sensuel à la Renaissance? Pour que ça redonne aux gens l'envie d'être dans leur chair, d'être dans leur sensualité. Pour pas qu'ils dépriment, si vous voulez. En fait, c'était vachement sensuel, quoi. Une volonté de redonner une image finalement très sensuelle, quoi, très vivante et pas du tout mortifère, puisque au bout du compte, c'est pas ces flèches qui le traversent, qui ne meurent pas, quoi. Ils ne meurent pas. Après, bon, voilà, c'est un mythe de plus. Donc, quand même, quelque part, c'est vrai que c'est drôle de voir. Ah, mais je l'ai appris après qu'on le sortait, ouais. Je ne le savais pas, ça. Hein. Moi, ce qui m'avait intéressé, en même temps, il est très seul, Saint-Sébastien. Il est blessé, puisqu'il est blessé. Et en même temps, comment dire, comment dire, quelle sensation j'ai eue. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai eu l'impression d'être près de lui, quoi, de le toucher presque, vous voyez. Et alors, je peins sur des planches, parce que j'aime beaucoup la matière sur la planche, ça me plaît, parce que vous savez, les bois peints dans les églises, tout ça, j'ai peint là-dessus sur des planches. Et je l'ai dit, j'ai fait un remake, c'est-à-dire j'ai repris les postures existantes. Bon, je ne vais pas noter mais peu importe, mais je me suis régalé. Hein, et puis je les ai peints dehors. C'est-à-dire j'ai dessiné, après, lui, le dehors, al fresco, sans retouche. Tac. Et les gravures, par contre, bon, j'ai fait un amalgame. Là, c'est plus mon écriture. C'est un peu chapelle. Oui, mais c'est ça, ce sont des chapelles de papier. Ce sont des chapelles de papier. Et je dirais presque des porte-bonheur. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'au bout du délire du Saint-Sébastien en disant je fais des porte-bonheur. Excusez-moi, mais finalement vous êtes en train de me vendre votre petite chapelle pour que je sois soignée du Covid. Ah, je ne sais pas. Alors. Vous pouvez enlever votre masque. Oui, vous voulez. Vrai. Oh, oui. Oui, voilà. Ça fait du bien. Oui, bien, là on est loin. Moi ce qui m'intéresse, parce que j'écris, c'est de savoir justement ce rapport à l'écriture que vous avez eu avec Claude, et à l'écriture en général, à la littérature en général, et à la littérature sur l'art aussi. Alors. Mais j'ai lu hier, je crois, une phrase dans un livre de Rouault, je crois, qui citait Poussin en disant que la peinture, les arts plastiques sont des arts muets. Or, des commentaires sur la peinture, voilà. Non. Alors, je voulais un peu votre avis là-dessus et votre sentiment quand on parle de votre travail, parce que moi j'ai toujours l'impression que les mots sont insuffisants. Alors. Bon. Alors. D'abord, la peinture est un langage universel, puisque vous montrez un tableau, si je veux montrer mes trucs en Chine, sans les expliquer, on va les lire, etc. Donc, l'avantage de la peinture, de l'image, si vous voulez, c'est que c'est un langage universel. Oui, comme la musique. Voilà. Donc, si vous voulez, le texte, par contre, hélas, il se bloque. C'est ça.
bon, moi je ne comprends pas les Chinois, mais quand je suis allé en Chine, j'ai cette image très poétique que je vous livre sur l'écriture, si vous voulez. Alors, on va dans un endroit, il y avait plein d'ardoises partout. Ils faisaient la calligraphie. Et au lieu d'écrire la calligraphie sur du papier, ils avaient de l'eau dans leur pinceau, ils écrivaient sur les schistes des choses que je ne comprenais pas. Et au fur et à mesure, le soleil les effaçait. J'ai gardé cette image magnifique et somptueuse. Je me suis dit, ben ça y est, le message est passé, je l'ai reçu, il se révapore à nouveau. Donc, si vous voulez, l'écriture, c'est un peu ça. On va dire, ce sont parce qu'écrit, on écrit beaucoup. On écrit beaucoup. Oui. Et alors, moi, mon rapport à l'écriture, bon, j'adorais Proust. Même si je comprenais rien, je le lisais jusqu'à temps que je comprenne. Très tôt, j'ai lu Proust. J'adore lire Proust. J'aime cet écho qu'il y a dans les mots, si vous voulez, et puis cet temps suspendu. J'aime Proust. Bon. Après, de Proust, si vous voulez, est née toute une littérature. Hein. Moi, je lis un peu, ma femme lit beaucoup. Moi, je lis très peu, mais j'aime ce roman, si vous voulez, qui me fait déplacer dans le temps et en même temps qui me laisse dans ce temps. Vous voyez, c'est un peu étrange. Alors, moi, dans la mesure où je suis quelqu'un je suis plus traceur que pictural au départ, si vous voulez, puisque je suis graveur et que j'ai fait ce choix de l'incision à un moment donné. J'aime lire parce que j'ai des images qui m'arrivent. J'aime lire parce que ça me fait naître des images, ça me révèle des images. Quand vous lisez, de toute façon, c'est des univers, il y a plein d'images qui viennent. Bon. Alors, moi, écrire, j'ai jamais vraiment écrit, mais je pourrais écrire, parce que je peux avoir, par contre, je peux parler. Si on me fait beaucoup parler, je délire un peu plus encore et je peux. Mais quelque part, finalement, en synthèse, je pense que l'image reste première. Le texte vient, dans les chemins de croix par exemple, si vous voulez, le texte vient réénerver l'image et vice-versa. C'est-à-dire, comme elles sont à côté, si vous ne lisez que le texte, que vous ne voyez pas l'image, vous avez une première version sensible, et si vous lisez les deux, vous compliquez la situation, et donc vous l'enrichissez, bien évidemment. Plus c'est compliqué, plus c'est riche. Et donc, les échos d'un bon livre sont, à mon avis, ces paramètres-là, c'est-à-dire que vous le fermez, si vous le réouvrez, à un moment donné, si vous ne dites plus rien, vous allez le mettre à la poubelle, vous avez des livres que vous ne jetez pas. Hein. Et quand c'est des livres rares, quand on les fait rares, en principe, ce qui vous reste rare, parce qu'on est un peu des initiateurs, si vous voulez. Et moi, je sais pertinemment que j'ai fait ce travail, je l'ai fait, je ne l'ai pas reconnu absolument. Je m'en fous, si vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est de l'avoir fait. Par contre, je le conserve, je fais attention où il est, etc. Et c'est un héritage, en quelque sorte, que je vais laisser. Hein. C'est mon héritage pictural. Mais je sais que dans 50 ans, il marchera encore. Parce que quand je le vois, que je le regarde, il m'interpelle vraiment, quoi. À moi, très exigeant. C'est-à-dire, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis observateur. Et il continue à me séduire et en même temps à m'interroger. Presque il faudrait que j'en refasse un autre, quoi, vous voyez. Donc il y a une espèce de vie interne qui est là, quoi. C'est-à-dire que si vous mettez deux images gravées identiques à côté, à un chouïa près, l'encre ne va pas se poser au même endroit, etc., mais la structure est la même, la matrice est la même, donc elle a une vie propre, et le fait de la multiplier, si vous multipliez une peinture, vous vous rendez compte? Si vous multipliez une peinture X fois, vous allez perdre de l'unicité, du côté unique de la peinture. Donc en gravure, il faut en même temps être unique et multiple. Je laisse un squelette, quoi, vous voyez, je laisse quelque chose d'imputrescible, quoi, une matrice. Après, il faut les conserver, hein, il faut les surveiller, il faut quand même. Voilà. Et vous savez qu'on tire les plaques des gravures, et lorsqu'on fait tout le tirage complet, on griffe la plaque. C'est-à-dire qu'on fait une griffe pour ne pas la retirer. On peut refaire des tirages griffés après, hein, parce que Picasso, il en a fait des tirages griffés. Hein, voilà. Donc il y a un côté sacré, finalement, si vous voulez. C'est quelque chose de. C'est ça qui me. Peut-être qu'il m'a attiré dans la gravure, c'est-à-dire que ce côté finalement matriciel, il y a la matrice, quoi. Je n'irais pas dire que c'est le Graal, mais bon... J'ai bien compris ça. Hein? Ce qui m'intéresse voilà. aussi, moi, en tant qu'auteur, c'est de savoir, le texte vous inspire des images, mais effectivement, les deux doivent pouvoir fonctionner. L'image ne doit pas tuer le texte et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a une capillarité qui va se
Et avec Claude, on fonctionnait parfaitement, quoi. Et c'est ça les rencontres, si vous voulez. Bon, parce qu'on ne l'a pas fabriqué, quoi. Ça nous est tombé dessus comme ça. C'est une rencontre de sensibilité personnelle. Oui, mais en même temps... Il y a aussi les poèmes, ils sont préécrits. Par contre, quand il écrit sur votre travail, c'est autre chose. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Mais on a fait que ça avec Claude. Après, bon, il m'a écrit un ou deux textes sur des mots pour Orphée, mais ça ne s'est plus recréé. Parce que ça a été un moment passionnel, on va dire, assez particulier, quoi. Oui, j'imagine. Qui a été presque dangereux, quoi. C'est-à-dire que on est rentré dans une telle osmose, une telle on était, c'est un peu comme, si vous voulez, l'appel du feu, quoi, vous voyez. Il m'a dit un jour, est-ce que tu veux m'apprendre la gravure? Je lui ai dit non, mon cher Claude, je t'aime beaucoup, je ne t'apprendrai pas la gravure. Parce que je savais que si je rentrais dans cet apprentissage, on ne savait pas comment on allait, je n'ai pas voulu. Alors il a compris, il a très bien compris, et donc il est allé faire de la gravure aux ateliers, où il faisait d'ailleurs des trucs très intéressants. Voilà, il dessinait beaucoup, si vous voulez, fait des petits dessins très minutieux que j'aime beaucoup, c'est tout très beau dessin. C'est vraiment une rencontre tout à fait particulière. Ben, si vous voulez, on va dire, c'était une rencontre, si vous voulez, dont je n'avais pas l'expérience. Oui, voilà. C'est-à-dire que je n'avais jamais fait ça. Je ne savais pas que j'allais faire un livre rare. C'est Darros qui nous a dit, vous avez fait un livre rare, de grande bibliophilie. Parce qu'il a tous les ingrédients pour ça. Bon, quand on est entre gens bien structurés et tout, ça marche. On y va, bon. Mais surtout, il avait une grande liberté, quoi. Je veux dire, Claude, moi, ses poèmes, quand il les a amenés, je les ai lus, de suite, je les ai aimés. Je suis rentré dedans à fond, quoi. Je me regarde les lire, d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement, comment dire... il y a un centre, si vous voulez, et il y a plein des choses qui poussent autour, sans que les centres se détruisent. Ça, c'est fascinant. Et c'est resté vivant, parce que ces centres génèrent toujours des pousses quand vous les relisez. Vous voyez, il y a des centres très, très précis. C'est une très belle image. Et voilà, et donc c'est ça la vie d'un poème, c'est-à-dire que le corps du mot, en définitive, par sa vibration et par son étymologie, c'est-à-dire qu'un mot, ça a des racines, ça a une mémoire, etc., font qu'à un moment donné, ça marche, quoi. Hein. Pourquoi, quand on lit Baudelaire, c'est ça la poésie, c'est qu'à un moment donné, les mots fonctionnent et puis ils s'appartiennent à eux, quoi. Justement, je me disais, Baudelaire, il a été à la fois un poète, qui a d'ailleurs inspiré des peintres, mais en même temps, il a beaucoup écrit sur la peinture. Oui. Et c'est étrange parce que, par exemple, il a beaucoup défendu Manet, mais en fait, il n'a jamais tellement écrit sur Manet, où il s'est jamais tellement décarcassé pour. Mais c'était pas un critique. Je pense que je pense que ces poètes dessinateurs, parce que l'écriture manuscrite et le dessin, c'est pas très loin. Hein. Je veux dire, quand vous prenez Henri Michaud, comment dire, la magie et le truc qui vous enferme, qui vous fait voyager à un moment donné, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que si à un moment donné il y a une écriture qui sort, le gars qui écrit, qui le fait, Victor Hugo, les tâches de Victor Hugo, tout ça, il y a des gens qui sont faits comme ça, quoi. Donc je pense que l'écrivain est pas loin du dessin. Oui. Puisque écrire, c'est déjà dessiner. C'est déjà dessiner des lettres. Pas seulement l'acte. L'écrivain manuscrit. Oui, le manuscrit, oui. Regardez, là, il y a la dernière œuvre, vous regarderez sur Internet, de Pennone, à la Bibliothèque nationale. Il travaille sur, j'adore ce qu'il fait, moi, sur les arbres. Eh bien, il a fait une mémoire, c'est un grand texte comme ça, où il a estampé une écorce d'arbre et il a écrit en même temps un texte, etc. Vous savez, nos écritures, tout ça, c'est forme de... Ce sont des respirations qu'on a. Comment dire? On dit toujours qu'il y a des gens qui prient, enfin, on ne les voit pas, mais qu'il y a des gens qui... Moi, je dis toujours, on est lié à des cosmos, et il y a le mal, il y a le bien, il y a le sublime, et tous ceux qui font du sublime, ils le font, même si on ne le voit pas. Hein, voilà. Donc, alors, il faut que ça existe, ce sublime. Et il existe, parce qu'il y a quand même des choses sublimes, quoi. Même si on ne montre pas toujours des choses sublimes. Hein. Voilà. Mais je veux dire que ce sublime, les artistes, c'est ce qu'on cultive. On essaye de faire comme on peut, avec ce qu'on a. Hein. Bon, on n'est pas tous Léonard de Vinci, Michel-Ange, quoi, mais on les a eus quand même. Vous savez, moi j'ai vu des dessins des originaux, je ne les ai pas oubliés, hein. Et je les ai regardés presque à la loupe. J'étais fasciné par la peluche du papier
Et la façon dont les Noirs se baladaient là-dedans, quel sorcier, je dis ce mec, voilà, c'était impressionnant, quelle maîtrise. Moi, je crois à la maîtrise. Je pense qu'on est artiste lorsqu'on maîtrise quelque chose et lorsqu'on l'amène et lorsqu'on va plus loin avec cette chose. Mais à un moment donné, le temps fait le tri. C'est-à-dire que si on ne perçoit pas quelque chose maintenant, on le verra après. Regardez les artistes qu'on a vus et qu'on vénère maintenant. Bon, à leur époque, personne ne les regardait ou ils étaient décriés. Donc je pense à chaque époque, il y a encore plus de ce qu'on appelle l'intelligentsia intellectuelle, enfin dans le bon sens, qui à un moment donné pose des trucs et puis ces trucs remontent. Je crois au grand équilibre, je crois au poids spécifique de la Terre. Je crois que quand il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses bonnes qui reviennent, ça s'équilibre. Sinon, on ne tiendrait pas dans l'espace, je ne crois pas. Alors je voulais quand même remercier Claude Clément, qui était là avec nous et dont son livre d'ailleurs est là-haut. Et je vais le lire. Je vais lire pour voir si très j'ai beau des livre. dessins. Surtout, tu essaieras de savoir quel est le mot avec lequel rien n'existe. Ben, si vous voulez, moi je suis... sans lequel si rien n'existe. On va dire... mon amant littéraire, c'était Claude, quoi. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on rentre en communication avec un texte de quelqu'un, c'est un rapport amoureux, hein. C'est un rapport amoureux dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on va chercher la moelle des choses, on rentre dans l'âme de la chose. Et donc, voilà, je n'ai jamais travaillé avec d'autres, à part si, des textes connus, Dante, la traduction, quoi. Mais après, non, mais... Là, vous allez... Enfin, c'est moins... Si, quand même, c'est une rencontre aussi. Je oui. pense, elle est pas actuelle, contemporaine, mais voilà. Avec Claude, c'était une rencontre réelle. Je vois qu'il y a des personnes qui sont arrivées entre-temps. Peut-être que vous voudriez poser une question ? Moi, je viens de développer un autre concept et qui parle de l'idée de Platon. Oui. C'est-à-dire, Platon, la mention de Platon, c'est le concept de pas contradiction. C'est-à-dire, si on dit que ce papier il est rouge, oui. on convient qu'il est rouge parce qu'il n'est pas autre chose. D'accord ? Donc, on est dans la boule de la logique. Les poètes, ils regardent la Lune, qui c'est un satellite, c'est une pierre qui tourne autour de la Terre, c'est rien de tout, mais il est inspiré par la Lune, donc il fait un poème. Lui, il sort de ce cercle de logique. Donc l'artiste, selon moi, plus que le sublime, c'est sublime, dépasser la limite, ça veut dire, non ? Donc c'est l'exploration du sacré. Chacun a sa mesure de son sublime, c'est-à-dire que vous, vous êtes grand, vous êtes ce que vous êtes, comment on vous a fabriqué. Vous avez vos gènes, mais oui, vous avez un père, une mère, vous n'êtes pas venu du ciel comme ça. Quoi. Vous êtes arrivé, on vous a fabriqué, donc avec un père, une mère, qui ont eux-mêmes été fabriqués par d'autres, etc. Tout ça, c'est des mémoires. On a la chance, lorsqu'on est incarné, d'être dans la mémoire de plein de choses, si on appelle nos ancêtres, etc. Vous savez que la génétique, maintenant, vous pouvez payer, on vous fait une analyse grossière génétique, et on vous dit... C'est facile, commercial, hein, moi je crois pas trop, mais on vous dit en gros, vous avez été en Afrique, etc. Tout ça, ça vous fait une belle jambe, hein, parce que le problème c'est que c'est là et maintenant que vous voulez savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire de vous, quoi. Voilà. Et donc les écoles d'art, si vous voulez, les élèves qui viennent dans les écoles d'art, qui ont fait ou du droit ou qui savaient pas, c'était pas leur truc, etc. Ils viennent chercher cette chose informelle qui est finalement assez formelle, mais il faut, si vous voulez, il n'y a que les gens qui l'ont pratiquée par eux-mêmes et tout, qui vont pouvoir la développer et instruire les gens. C'est l'initiation. C'est-à-dire, moi, si je vous prends, là, si je vous fais dessiner, ou je ne sais pas si vous dessinez ou pas, mais à un moment donné, même si vous refusez de dessiner et tout, je vais voir des choses et je vais vous interpeller sur ces choses, et à un moment donné, ça va déclencher des trucs. Alors, ou vous fermez les portes, vous dites, je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'entendre, ça veut dire, ça se ferme. Vous avez vos raisons, c'est votre cerveau à vous, c'est pas le mien. Ou alors, à un moment donné, vous acceptez le temps de l'étude, c'est-à-dire de la durée des études, de passer par les méninges des autres profs qui vont vous triturer, qui vont vous ausculter, qui vont s'approcher de vous, qui vont vous goûter, qui vont vous rejeter, qui vont vous mettre à l'épreuve.
Tout ça, ça fait partie de la formation, si vous voulez. On vous malaxe, on vous désaxe, tout ça, et ça fait qu'à un moment donné, l'initiation fait que si vous résistez à toutes ces manipulations mentales, parce que c'est de la manipulation mentale, à un moment donné, elle est saine, c'est-à-dire qu'elle est pour la bonne cause, si vous voulez. À un moment donné, vous allez avoir des chances peut-être, et plus vous rencontrez des gens pointus, plus la difficulté de l'incompréhension et de l'attirance, parce qu'à un moment donné, on est attiré par des gens qu'on voit. Moi, je suis fasciné par Zaouki, je l'ai rencontré, bon, il m'a rien dit, hein. Je l'ai vu. J'ai gardé cette rencontre. Il m'a dit quelque chose. Il m'a laissé une atmosphère. Et puis voilà, quoi. Donc, je crois que l'humanité, tous les jours, on est en recherche du sublime. On a envie de voir passer une jolie fille ou un beau mec, de voir une belle forme, de manger un bon truc. On vit pour ça. On vit pour ça. Tous les jours, là, on est ensemble et tout. Bon, on est dans notre petit groupe, mais on vit pour ça, mais individuellement, c'est-à-dire ce qui va être sublime pour vous, ce ne sera pas forcément sublime pour moi. Vous êtes peintre, vous êtes... Je suis un peintre, mais je n'ai comme un photographe. Ah, et donc, ayant pratiqué la photographie argentique, avec la chambre noire, comme tout un on faisait, jusqu'au point où je croisais l'œuvre d'un photographe italien qui travaillait à côté de l'art. Ça s'appelait Ugo Mulas. Et il avait fait tout un travail sur la photo. Lui, photographe, il va à décrypter les langages photographiques. Et moi, autant que photographe, je l'ai lu, cette histoire, vraiment, ça m'a nourri, ça m'a inspiré. Et je me trouve devant une page blanche, photo pas prise. D'accord? On pourrait être partout, mais voilà, il conceptualise la photo. Voilà. Et là, j'ai changé. Vous ne faites plus la photo. Et je n'ai plus fait de photos. En plus, au même temps, à la même époque, est montée l'histoire du numérique. Et donc, ça a été les deux choses. D'un côté, les numériques, d'un côté, Mulas, j'ai tout changé. Donc, mais sur les pixels, j'ai raisonné quand même, parce que... Je vais vous dire une chose pour la photo numérique et la photo argentique. Avant, la photo argentique, on avait des pellicules, 36 photos. Ça coûtait des sous. Aussi 12. Non, mais 12, bon. Mais quand on achetait la péloche, il ne fallait pas trop se planter pour foutre la péloche en l'air. Et on regardait d'abord, avant de faire les photos. Aujourd'hui, moi j'ai vu les élèves, ils faisaient l'inverse. Ils mitraillaient comme des bêtes. Et après, ils passaient des heures à dire, peut-être celle-là, elle est bien. Ils ne savaient pas pourquoi elle était bien, la photo. Mais quand la photo, elle était bien, finalement, moi, je leur disais pourquoi elle est bien. Équilibre, forme, tac, tac, tac. On dépeçait tout ça. C'était des valeurs classiques. Autre chose. Des valeurs classiques. Avant on ne le voyait pas de suite, ce qu'on avait fait. Eh ben oui. Et on attendait. On avait la photo. Ouais. Et après, quand on allait la développer, Donc, il y avait déjà, à la prise de vue dans le mental, c'est-à-dire que on savait qu'il fallait attendre la photo, et je suis sûr qu'on ne s'y prenait pas du tout pour faire des prises de vue, comme on fait maintenant. On ne fait pas du tout la même chose. Les élèves, moi j'avais des élèves qui travaillaient sur ordinateur, et à un moment donné, ils sortent un dessin qui leur plaisait beaucoup. Bon, moi je contrôlais tout ça, et je leur dis, mais pourquoi il vous plaît ce dessin? Fait à l'ordinateur. Elles me disent, parce qu'on dirait qu'il a été fait à la main. Donc, voyez donc, la quête, mine de rien, avec toutes ces foutues machines, c'est quand même la mano, c'est-à-dire la main, la sensualité de la main, la magie de la main. C'est quand même notre corps qui existe, quoi. On nous a fait comme ça. Et regardez tout ce qu'on a fait de sublime avec les mains, jusqu'à maintenant, quoi. Donc, alors on va dans l'ère des robots, peut-être qu'il y a des robots qui vont peindre bientôt, sûrement d'ailleurs. Mais si vous voulez, il faut que ce rapport à la main, si vous voulez, soit beaucoup plus, et à l'œil, à tout ce qui est la sensorialité de notre corps, continue à exister, parce que sinon on est foutu, on va faire de la dépression. Je suis totalement d'accord. On va faire de la dépression. Mon travail, l'érotisation. C'est l'animal. L'érotisation. Contre les robots. Voilà. Il nous faut des œuvres érotiques dans le sens noble du terme, c'est-à-dire des œuvres sensuelles. On veut ça pour faire vivre, pour que notre sensibilité vive. Moi, je disais toujours aux élèves d'aller voir les originaux, parce qu'ils regardaient tout sur les photos. Je dis, allez voir l'original. L'original, il raconte quelque chose que la photo, c'est la médiatisation d'une œuvre, si vous voulez. Moi, quand j'ai vu les Cranach originaux à Londres, je peux vous dire que je ne sais pas oublier. Et l'éducation de l'œil, si vous voulez. Et je crois beaucoup à l'école, c'est-à-dire à celui qui va vous obliger, à un moment donné, à vous sublimer, à monter plus. Le deuxième point, c'est par rapport, on revient
à ce qu'on disait avant, oui, avoir, comment dire, ne pas toucher l'appareil et avoir dans la tête. Mais c'est la photo, elle vivait avant dans rapport avec la réalité très stricte. C'est-à-dire, on portait les photos aussi au tribunal pour dire, ah, ça s'est passé ça. Et il y avait façon de tricher quelque part aussi dans l'argentique, mais pas exactement tellement, comment dire, détaillé et fin comme on fait aujourd'hui avec Photoshop. C'était la mort de ce rapport entre... C'est-à-dire, moi, je pourrais, avec ce logiciel, m'inventer une image n'importe quelle en partant de ce que j'ai dans la tête. Je n'ai pas exactement besoin d'appareil. Donc... Moi, si vous voulez, l'image poétique de la photo que j'ai, c'est que c'était quand j'étais petit, il y avait dans la chambre, si vous voulez, il y avait les volets, si vous voulez, avec un petit bout de lumière, et des fois on voyait la feuille de platane sur le mur. Pour moi, la photo, c'est resté ça. Et après, il y a le suaire, le fameux suaire, excusez-moi, je suis dans le sacré malgré moi. Mais si vous voulez, cette empreinte du visage est liée à l'alchimie des plantes qu'il y avait, si vous voulez, qui quand même s'est décalquée à un moment donné sur le papier. Et pour moi, la photo, c'est ça, si vous voulez, c'est cette sensibilité-là. C'est-à-dire, c'est à un moment donné la mémoire de quelque chose. Pour moi, une photo, c'est une mémoire. C'est-à-dire, c'est pas une réalité. Qui a été vrai. C'est une mémoire. C'est une mémoire. C'est la mémoire de quelque chose qui a été vrai. Voilà, qui existe, mais qui a été prise à un moment donné, clac, qui est fixé. Vous voyez, on voit ce paysage-là, il existe peut-être plus aujourd'hui. Donc, ce qu'on va voir, c'est ça. C'est ça qui va nous faire ce moment-là. Voilà. C'est ce qu'il en a fait du paysage qui fait qu'à un moment donné, c'est fixe, c'est notre rêve. Non, c'est s'évade, on le met chez soi, au-dessus de son lit, ou de sa salle à manger, etc. Donc, si vous voulez, ce besoin qu'a l'œil de traverser les murs, comme ça, parce que c'est ça en fait, hein, de traverser les murs, c'est comme la nuit, si vous voulez. On rêve la nuit. Moi, je me régale de m'endormir tous les soirs. Je ne me rappelle pas de mes rêves. Je sais vous rentrez dans les sacrés la nuit. Vous rentrez dans les sacrés, vous sortez de la bolle de Platon. Voilà. Mais je m'en mets. Bon, et plus je vieillis, plus je suis jouissif de ça. Moins ça m'angoisse. C'est fabuleux, quoi. Donc, je crois que j'ai eu la chance d'avoir une vie. Bon, j'ai quand même un certain âge maintenant. J'ai quand même j'ai un vécu. J'ai fait des choses qui ça n'a pas été trop mauvais, quoi. Ça c'est pas trop catastrophique. Maintenant à la retraite où j'ai tout mon temps pour moi, parce que j'ai tout mon temps, si vous voulez. Donc toutes ces échappatoires que j'avais, qui étaient ponctuels, qui étaient maîtrisés dans le temps, etc. Maintenant ils s'étalent, c'est-à-dire que j'ai toute la journée pour moi, si je veux peindre toute la journée, alors qu'avant j'avais peut-être 4 heures et je faisais des trucs. Alors quand j'ai toute la journée, peut-être je vais rien faire. Donc je reviens à l'ennui. Mais j'ai quand même fait beaucoup de choses. Je les ai, mes traces, elles sont derrière moi. Donc, si vous voulez, en conclusion, je dirais que la rencontre avec l'art, enfin, la causa mentale qui est l'art, elle est nécessaire. Et moi, j'ai beaucoup apprécié à l'expo d'Olonagé, on avait mis sur le San Sébastien des petits mots d'enfants. Les enfants ont mis des mots et c'était fabuleux parce qu'ils ont dit des trucs incroyables, quoi. Je me dis, s'ils les ont dit, c'est qu'ils l'ont vu. Donc, à un moment donné, même si on n'a pas une culture de l'art, l'œil voit et ressent, et à partir de là, la parole naît. Et je crois que plus on donne à voir d'images culturelles, c'est-à-dire qu'on raconte l'histoire de l'art à travers les images, etc., plus c'est instructif pour les jeunes, parce que, bon, je veux dire, il n'y a pas que le manga, quoi, hein, c'est bon, quoi, il y a autre chose, quoi. Je voudrais vous chatouiller un peu sur votre biographie, c'est-à-dire, vous m'avez dit que voilà, vous êtes à la retraite, vous peignez tout le temps, oui. Et que vous avez laissé des traces. Si on revient en arrière, oui. ayant fait des choix, donc vous avez choisi ces chemins-là, oui. On en a perdu plein d'autres, non? Ouais. C'est-à-dire, est-ce que vous vous référiez la même chose? Ah oui, encore plus à fond, avec beaucoup moins de complexe. Alors là, vraiment, je céderais davantage au délire que je pouvais avoir. J'étais un peu trop sage, peut-être. Vous avez une carrière assez, comment dire... Non, je veux dire que lorsque vous faites 45 ans d'enseignement, il faut dire ce qui est. Bon, les artistes qui vivent de leur art, il y en a très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qui a été la vague de la pensée de Andy Warhol? La façon dont on se présente dans le monde, la façon d'aller tirer la veste à chaque personne parce que je suis là par rapport au succès et la reconnaissance de suite. Voilà, moi, pour Andy Warhol, il me sortait un peu par les yeux. Et un jour, je suis allé voir ses sérigraphies, elles sont superbes, quoi. Après,
l'aéropage qu'il y a autour des artistes, de leurs excès, etc. Bon, ben, ça fait partie des artistes, quoi. J'ai pas suivi du début. Oh, ben, si vous voulez, on a parlé un peu de tout, quoi, par rapport au travail. Allez-y, posez-moi les questions qui vous inspirent le moment. C'est le monde de l'art qui m'inquiète surtout. Le monde de l'art aujourd'hui. C'est normal. Et son évolution. Surtout par rapport à l'art conceptuel. Je pars sur des terrains un peu sensibles. Si vous voulez, la stratigraphie de la reconnaissance artistique est foutue de cette manière. Vous avez les écoles, vous avez les autodidactes, vous avez le milieu de l'art, c'est-à-dire milieu d'affaires, d'achat, de vente, et les conservateurs et l'art officiel. L'art officiel est constitué depuis Jack Lang, si vous voulez, par des budgets qui sont alloués aux communes pour acheter des œuvres. Bon, avec ça, je vous laisse vous débrouiller. C'est-à-dire que, imaginez dans l'art, la chose la plus imprécise et précise que l'art et la plus aléatoire qu'est l'art, le bazar que c'est, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des intellectuels, si vous voulez, qui sont sur le pavé et qui, à un moment donné, parlent. BHL, Bernard-Henri Lévy, bon, on avait Michel Serres, etc. Donc ces gens-là, parce qu'ils ont l'art de la parole et l'art d'expliquer les choses, ce sont des philosophes, etc. Bon, et les critiques d'art. Le critique d'art, quand vous tombez sur un très bon critique d'art, il va vous dire que ça, c'est une œuvre d'art. Parce qu'il va tellement argumenter qu'à la fin, vous voyez plus le truc de la même manière, quoi. Avec les mots, on peut tout dire. Et après, il y a l'œuvre. L'œuvre et le populisme de l'œuvre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une intelligence collective qui fait que une œuvre, à un moment donné, va parler au plus grand nombre. Bon. Si c'est ce cas-là, c'est la reconnaissance du plus grand nombre. Bon. Après, il y a tous les obstacles. Trouver, exposer, et puis tout l'ego qu'a l'artiste. On croit tous qu'on est que soi, quoi. C'est que notre vérité qui est la vraie, quoi. Alors, mais il y a des milliers de vérités, si vous voulez. Il y en a partout. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une société? Comment elle se construit? Eh bien, sur le plan artistique, elle se construit avec ces multiples vérités qui, à un moment donné, on ne sait pas trop comment, forment un corpus qui fait que, à un moment donné, on a la tendance, c'est arte povera, quand ils peignent sur les cartons parce qu'ils n'ont pas les sous, et puis à un moment donné, ça vient réveiller l'œil, ça vient réveiller l'intérêt de la pensée, et automatiquement, ça prend corps. Moi, j'ai connu très bien Di Rosa quand personne ne le connaissait. Il était élève à l'école de Sète, bon, il était fils de teinturier, bon, à un moment donné, paf, ça prend corps, et il y a les chanceux. Moi, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance parce que j'étais la galerie qui faisait Vasarely à Paris, était très intéressée par mon travail, mais il fallait que je monte régulièrement à Paris, j'avais pas les sous, donc j'ai pas suivi, j'ai pas fait, et puis je supportais pas Paris, j'aimais pas vivre à Paris. Voilà. Il y a les chanceux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a alors parce que ça aide, hein. Lorsque à un moment donné vous êtes sur on va dire une attitude créative et que vous voyez que vous sublimez, comment ça marche, ça vient vous alimenter. Ça veut dire ça vient renourrir votre attitude créative. Et ça, alors moi, je fais partie des crucifiés, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu de chance, qui ont beaucoup travaillé, mais qui ont quand même fait de la création. Dans une création plus secrète, moins mise en avant, comme Rosa, Di Rosa, etc. Et finalement, ça m'allait bien, ça me va bien. C'est pas pour autant que j'ai pas l'impression de ne pas avoir créé. Donc, la reconnaissance, ça a été que j'ai enseigné. Donc, j'ai pu vivre de mon métier indirectement. Bon, mais j'ai continué à travailler. Et donc, les mouvements donc, qui se passent, c'est à un moment donné les critiques d'art qui le fabriquent. Ou les collectionneurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez un Chinois qui arrive, qui trouve que vous êtes génial, mais il y a tout un staff derrière qui fait que, eh bien, après, c'est compliqué. Après, c'est très compliqué. Alors, si vous êtes un jeune peintre, bon, commencez par peindre d'abord. Beaucoup. Et ne vous souciez pas de la mostra. À un moment donné, vous montrerez ce que vous faites. Mais il faut le faire, si vous voulez. Il faut fabriquer. Je ne parlais pas trop de la reconnaissance. Ce qui est inquiétant, je trouve, c'est surtout ce que l'art est devenu aujourd'hui et par qui est soutenu. C'est-à-dire que tout le monde est peintre, tout le monde est artiste. Et au final, ceux qui ont
de l'argent à mettre là-dedans et ils participent au Art3F, ils participent à des salons. Exposer, c'est pas compliqué. Tout le monde peut exposer, tout le monde est artiste. Eh oui, mais c'est toute la différence, si vous voulez. Oui, mais sauf que la culture derrière n'existe pas. C'est-à-dire même Toulouse. Mais on est dans un monde d'inculture. Il n'y a pas de la culture artistique à Toulouse. Le monde a changé, mais il y a de la culture. Hein. Il y a quand même des. Vous avez les galeristes qui, à un moment donné, proposent des niveaux culturels, si vous voulez. Après, bon, il faut que ça rentre dans les mœurs. C'est-à-dire que quand vous allez chez vos amis, s'ils ont des posters accrochés au mur, que bon, et si vous avez des originaux, ben vous allez voir la tête qu'ils font s'ils regardent plutôt les posters ou les originaux, quoi. Vous savez, c'est un peu sauvage aujourd'hui. Dans l'école, tout ça, il n'y a pas vraiment de. En plus, ça fait 2 ans, là, avec le Covid, que bon, les étudiants, c'est un peu où ils habitent. Donc, si vous voulez, si on a un ministère de la Culture inexistant, je veux dire, on a une langue qui a beaucoup fait, trop fait finalement. Après lui, si vous voulez, ça a été. On a eu Malraux et langue. Après, au milieu, il n'y a pas eu grand-chose. Merci à vous tous d'être venus et d'avoir participé à cette émission. Bon, bah, écoutez, merci pour toutes ces questions. Merci à tous. Qui m'ont réveillé un peu mon côté pédagogue par moment, mais bon, on ne se refait pas. Hein, voilà. Vous avez été nombreux à participer à cette émission de Jacques Placès et Pierre Romaine, et je vous en remercie. Merci Jacques. Je tenais aussi à remercier tous nos artistes très présents et impliqués à chaque fois. Claude Clément, poétesse et écrivaine, ainsi que Titos Contou, peintre. Mais mon intervention à la fin de ce reportage est surtout destinée à Pierre Romaine, photographe international, qui n'a pu malheureusement pas être présent et à qui nous devons aussi cette magnifique exposition. Présent par la force de ses photos et la puissance de son regard, Madagascar était là aujourd'hui avec nous. Et notre artiste, Pierre Romaine, bien évidemment aussi. Merci.